YouTube et Twitch, on se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties littéraires de septembre. Je devais faire cette vidéo un petit peu en amont, mais à un moment donné on n'a plus eu internet. Et au final j'arrive à 47 sorties. J'ai noté 47 ouvrages. Alors il y a des graphiques aussi, il y a des romans bien sûr. 47 ouvrages. Clairement septembre c'est la rentrée, mais la rentrée de tout. La rentrée des achats aussi probablement, la rentrée des sorties. C'est sûr. C'est sûr, et on commence tout de suite, sinon on n'a pas terminé, la vidéo va durer très longtemps, le live aussi. Let's go. J'ai noté, vous voyez moi j'ai mis l'automne, j'ai estimé que septembre c'était le début de l'automne. Voilà. Le premier livre que je vous ai noté, c'est le roman Angélion, tome 2, Illuminer les morts de Justine Tiffany chez Plume Blanche. Moi j'ai le tome 1, depuis 1 an et demi, le tome 1 depuis 1 an et demi, que j'ai fait dédicacer, et d'ailleurs cette dédicace je m'en souviens très bien parce qu'elle était très très gentille, très accessible et très émue de voir son premier roman, donc j'étais très contente de la rencontrer. J'ai même rencontré son copain dans la file d'attente, c'était beaucoup trop marrant, et je l'ai toujours pas lu. Et là le tome 2 sort, et je crois que le tome 3 sort l'an prochain. Il va peut-être falloir que je me bouge un petit peu. C'est toujours la question avec les plumes blanches, vraiment. Toujours. En tout cas, dans le tome 1, on vous disait jadis Angélion, l'astre sacré, illuminait le ciel lors de la levée. Aujourd'hui, la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés. Dans le chaos de ce monde enchaîné et torturé en proie à un homme aussi cruel qu'immortel, un murmure prophétique parle d'enfants avec l'extraordinaire pouvoir de manipuler l'Angélion. Lilium est l'une d'entre eux. Franchement, ça avait l'air trop bien en plus. Je l'ai pas encore lu, mais je sais même pas vous dire pourquoi, j'ai juste pas eu le temps, C'est pas le manque d'envie, Ensuite, deuxième sortie que j'ai notée. Je m'en souviens même plus. Ah oui, je vous ai mis, il y a la sortie de Dark Air de C.S. Paca qui arrive le 4 septembre. Moi, personnellement, je suis pas intéressée, je n'ai pas lu Dark Rise, même si j'ai failli l'acheter environ 1 million de fois. Je vais pas acheter le tome 2 vu que j'ai pas acheté le tome 1, mais je pense que c'est une des grosses sagas, et je sais pas pourquoi ma photo est floue, je pense que leur fille, Ah mais attends, Dark Rise Book 2, bon bref. Et en gros, je me dis, tu vois, toi tu l'as précommandé, je me dis que c'est l'une des grosses sorties de ce mois-ci, qu'on va voir partout. Voilà. Il en reste 46, ça va être compliqué, il en reste plus que 45. 45. Moi ça m'intéresse pas, mais je sais que c'est une grosse sortie, pour beaucoup. Donc je vous l'ai mis quand même. Troisième sortie. Cette fois-ci, normalement, je peux vous parler des Korrigans qui étaient normalement annoncés en août, qui ont été repoussés en septembre. La dernière fois que j'ai regardé, c'est-à-dire avant-hier, ils étaient toujours annoncés pour le 4 septembre, ou en tout cas septembre. Donc, je les ai laissés. Voilà. Je les ai laissés. On a Le Tisseur du Roi de Lydia Brasington. Il faut savoir que Lydia Brasington, c'est une autrice que j'ai déjà lue. Je l'ai lue avec Le Murmure des Ombres, un truc comme ça. Sa saga comme ça, mais c'était en auto-édition et c'était tellement mal corrigé que j'avais envie de m'arracher les cheveux à chaque page. Ce qui fait que j'adorais l'histoire. J'adorais vraiment le scénario et les personnages. Mais j'en avais marre de corriger dans ma tête la plupart des expressions, la plupart des phrases, parce que Lydia Brasington est une autrice à la base anglophone et que sa correctrice était, je suis désolée de le dire aussi crûment, mais elle était nulle. Vraiment, elle était nulle. J'aurais fait un meilleur travail qu'elle, étant donné que je corrigeais déjà rien qu'en lisant. Du coup, là, le fait qu'elle soit publiée par Korrigan, je me dis, ok, le correcteur va être autre. Et comme j'avais adoré l'histoire de l'autrice, clairement, j'ai très peu de doutes sur... Ah ouais, le Jaspage est ouf, j'ai pas vu. Sur mon avis pour celui-ci, tu vois. Ah oui, mais c'est une autre couverture aussi. Ça, c'est la couverture du brochet que j'ai mis normalement. On vous dit, dans le royaume de Vérat, la magie est interdite. Les tisseurs vivent dans des enclaves loin du roi et de ses lames éternelles. Malgré les dangers, Neyla vit dans les souterrains de la capitale avec un seul but, sauver les tisseurs en les exfiltrant loin de la ville. Mais lorsque son chemin croise celui de Tristan, un homme séduisant mais sanguinaire qui est une lame éternelle, sa vie vole en éclats. Prisonnière du roi, elle se voit offrir un marché, mourir ou mettre sa magie au service d'un monstre. La mission du roi est simple, assassiner son rival. Mais pour cela, Neyla doit se faire passer pour la femme d'un diplomate et s'infiltrer à la cour d'Istra. Son mari, Tristan le fanatique et stoïque guerrier. Les enjeux, la guerre totale. Le risque, tomber amoureuse. Je sais que je vais l'acheter parce que j'avais adoré, comme je vous l'ai dit, les précédents livres de l'autrice, de l'auteur, peu importe avec un E. Mais
Je l'attends au tournant du coup, parce que là, cette fois-ci, j'espère que la correction de Corrigan sera à la hauteur. Vraiment. J'attends de voir. J'attends de voir, mais celui-ci, je le veux. Celui-ci, je veux bien faire le crash test, parce que j'avais beaucoup aimé, et le résumé me dit bien, donc je veux bien être votre crash test de rien. Voilà. Sortie numéro 4. La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi chez Hachette, que personnellement j'ai déjà sur ma liseuse. Ils nous l'ont envoyé en numérique celui-ci. Pour la tisseuse de mélodie, on vous dit, à Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et même parfois tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Le problème en fait c'est que justement il y a des tisseurs et tisseuses dans les deux titres là que je vous présente et du coup moi je les confonds. Bref, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée dans l'Atrium, lieu saint depuis l'enfance, elle tisse les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit accidentellement son propre futur dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. Celui-là me tente bien, mais dispo que en relié, du coup je passe mon tour. Ouais, mais moi je le découvrirai quand même, mais en e-book, donc vous verrez pas le livre. Voilà. Suivant, j'ai mis Le Roi déchu de L.J. Andrews, c'est chez Corrigan. On est dans le livre 1 de la saga Le Royaume éternel. Ça m'énerve les sorties qu'en relié. Je suis d'accord, Luna. Je suis d'accord, j'aime pas ça du tout. Je ne cautionne pas. On vous dit depuis des années, Eric, le roi balafré. J'adore les... Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. C'est grâce à... Ah, comment ça s'appelait Scarlet Heart Rio, là. Moon Lovers. Un drama. En fait, le gars est balafré dedans. Et depuis ça, je suis sûre que c'est même depuis Angélique avec Geoffrey, tu vois. Depuis ça, quand le mec est balafré, j'aime bien. Depuis des années, Eric, le roi balafré du royaume de l'éternité, n'a qu'une seule obsession, se venger de l'homme qui a assassiné son père et le retient prisonnier. Jusqu'au jour où Livia, la fille de son ennemi, le libère involontairement. Ignorant tout de la rancune qui consume Eric et de la cruauté dont il est capable, la princesse devient malgré elle un pion de son plan machiavélique visant à reconquérir son royaume. Prêt à tout sacrifier et à écumer toutes les mers, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais Livia n'est pas aussi facile à contrôler qu'il le pense. Au fil du temps, la pureté et la bonté de son cœur commencent à troubler Eric. Sa résolution se fissure à mesure que ses sentiments pour elle grandissent. Le souverain du royaume de l'éternité se retrouve face à un dilemme déchirant, continuer sur la voie de la destruction ou céder à des sentiments qui pourraient anéantir tous ses rêves. Je souris, je rigole parce que c'est exactement comme dans un drama. Ça va exactement avec ce que je vous ai dit, on dirait tellement un truc où justement t'as le roi balafré et super sombre et nanani qui va être guéri par la force de l'amour et de la bonté et de la pureté de la petite nana, mais c'est tellement ça. Mais c'est tellement pas crédible, hein. Dans la vraie vie ça se passe pas comme ça, faites attention, mais dans un livre ça marche très très bien. Bon allez, 6ème sortie. Les ombres de nos âmes, le premier sorcier de Jace Saylor, et c'est chez Harlequin, je crois. Mais oui, c'est Harlequin et H, Roman Tessie. Et pas juste Harlequin. Du coup, on vous dit, Astoria n'a jamais eu aucun contrôle sur sa vie. Son futur est tracé, son mariage arrangé, scellé. Condamnée à épouser un homme qu'elle n'aime pas, Astoria est submergée par une rage dévastatrice et un besoin vital de libérer ses pouvoirs. Mais c'est impossible. Dans l'empire de Midlands, les hommes sont aux commandes et les gouverneurs dirigent et tirent les ficelles pour atteindre leurs ambitions politiques. Les femmes n'ont pas voix au chapitre et doivent restreindre leur utilisation de la magie. Enfin, c'était le cas, jusqu'à ce qu'elle fasse un pacte avec lui. Cet homme, ou plutôt cette ombre ténébreuse, que j'aime déjà, sortit du puits. Si ses traits sont invisibles, sa voix grave a le don d'apaiser l'âme d'Astoria. Malgré son arrogance exaspérante, il semble en savoir beaucoup sur la manière de faire tomber les gouverneurs. Afin de prendre sa revanche sur cette société inégalitaire et pourrie jusqu'à la moelle, Astoria va devoir lui faire confiance, quitte à ce que cela se retourne contre elle et l'expose à des dangers bien plus mortel. Il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. En plus, il est vraiment dans la collection Roman Tessie de EH, enfin d'Harlequin, donc trop cool quoi. Il a l'air trop bien. Il sort là cette semaine. Hein. Tout cela finalement sortent cette semaine. Tous ceux que je vous montre, vu qu'on est le 1er septembre, ça sort dans 3 jours. Voilà. Vous pouvez aller en librairie. Dès mercredi, jeudi. Franchement, jeudi, tout sera sorti. Déjà. Quasiment. Suivant.
Suivant, Le sang d'encre, volume 1 de Néna Labussière chez Rouergue dans leur collection épique. Celui-ci, je pense pas que je vais y aller, mais j'avais très envie de vous en parler quand même. On vous dit, dans le royaume des terres mêlées, un mal mystérieux frappe la cité de Kaloun. Crevasses, gerçures, fissures et écailles recouvrent les corps. Au moindre geste trop brusque, le sang s'écoule. Un sang bleu, un sang d'encre. Une épidémie qui frappe au hasard, du plus pauvre au plus riche, du petit mendiant au prince héritier. Olga, fille du peuple et guérisseuse hors pair, est mandatée par le roi pour sauver son fils aîné, quel qu'en soit le prix. L'avenir du royaume en dépend car le trône est convoité et de nombreuses familles ne reculeront devant rien pour y asseoir l'un des leurs. Et apparemment c'est un diptyque. Et on vous dit que ça entremêle fantaisie médiévale, faits légendaires, complots et luttes intestines avec une galerie de personnages féminins absolument fascinants. En vrai, il a l'air très bien. Mais non, mais la couve, c'est Rouergue. Rouergue, je trouve, ils ont jamais des couvertures qui me donnent envie, mais genre vraiment jamais. Et par contre, les résumés, et d'ailleurs les livres en eux-mêmes, Rouergue en général, c'est assez qualitatif, même si la couverture est bof, tu vois. C'est souvent comme ça. Et en même temps, une belle couverture avec un beau jaspage, ça fait pas toujours loin de là un bon bouquin derrière. Donc, sortie numéro 8. Enfin, notez en tout cas dans ma liste. Je suis sûre que vous en avez plein d'autres. D'ailleurs, sur YouTube, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Les livres que je n'aurais pas cités et que vous avez remarqués. Ça peut toujours être intéressant de les ajouter à la liste. My Gently Raised Beast, le tome 2 de Yosoliki, Teowa, Early Flower et Pika Wavetoon. Là, pour le coup, on est vraiment sur... je crois que le premier tome, je crois qu'il est en bas, pardon, parce que je ne l'ai pas retrouvé ici. Moi, j'ai le premier tome, je ne l'ai pas encore lu. On vous dit, dans le premier tome, Blondina, ça m'a toujours fait rire ce prénom, sérieux, Blondina. Blondina vit comme une esclave depuis la mort de sa mère. Ne sachant plus comment s'en sortir, elle finit par vendre le seul bien en sa possession, une bague ayant appartenu à son père, lequel se révèle être l'empereur. Elle rejoint donc le palais où elle fait la connaissance de sa demi-sœur Adélaï et de son demi-frère Lart qui l'accueille on ne peut plus froidement, tu m'étonnes. Livrée à elle-même, ayant pour seule compagnie Lucie, fille de comte, elle finit par croiser la route d'un étrange chat noir. Ah, c'est un chat ? D'accord qu'on dirait une panthère, non ? Non ? Ben c'est un gros chat, voilà, un très gros chat. En même temps, l'homme, dans le premier tome, a l'air d'avoir des gros biscottos, donc c'est vraiment un gros chat, tu vois, c'est un très très gros chat. Et on vous dit que... Ah bah voilà, mais non. Attendez, c'est la suite du résumé, j'avais raison. Elle finit par croiser la route d'un étrange chat noir que tout le monde semble redouter. Et pour cause, le petit animal est en réalité la panthère noire, membre le plus cruel du clan de la panthère légendaire. Je l'ai pas encore lu celui-là, quand je dis... on est d'accord que c'est une panthère. Capable de prendre forme humaine, Amon, accompagné d'un drôle de petit oiseau, décide de rester aux côtés de Blondina et de veiller sur elle. Bref, je l'aime déjà, mais j'ai décidé de ne pas lire le premier tome que j'avais acheté parce que j'avais pas la suite et à chaque fois, par exemple, j'ai lu le premier tome de... Untouchable Lady, le deuxième tome est sorti 3 mois après, je m'en souviens plus. Et du coup, j'ai décidé de commencer cette saga que quand il y aurait le tome 2, et c'est cette semaine, étonnamment. Donc, je vais pouvoir y aller et vous en reparler. Tome 2 ou tome 3, faut que je regarde quand sort le tome 3 quand même. J'aime bien avoir 2-3 tomes pour commencer une saga. 9ème sortie. Je suis trop contente. Father, I Don't Want This Marriage de Roald Yuri et Hong Hee-soo. C'est chez Pika Wavetoon et c'est le tome 3 et j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Le premier tome, si vous vous souvenez bien, c'était celui-là. Et on se souvient qu'il y a un brun aux yeux rouges, comme je les aime toujours dans les webtoons. Et à partir du moment où il y a un brun aux yeux rouges, tu sais que le webtoon va être bien. J'essaie de vous retrouver le brun aux yeux rouges. Oh, elle est trop mignonne l'illustration de fin. Regardez. Non mais je vous montre parce que de toute façon on sait tous qu'ils vont finir ensemble. Mais regarde. Ils font un cœur avec les mains. C'est trop mignon. C'est trop chou. Bon, du coup, le tome 1, on vous disait vivre dans l'univers d'un roman qui n'en a jamais rêvé. En vrai, qui n'en a jamais rêvé, c'est vrai. Notre héroïne, elle, s'en serait bien passée. Victime d'un accident mortel, elle se retrouve propulsée dans l'histoire du livre qu'elle a lu. Réincarnée dans la peau de Jovelian, fille de duc odieuse, elle mettra fin à ses jours après avoir été accusée à tort de meurtre. Sauf que ce rôle de méchante condamnée ne lui convient pas. Notre héroïne décide de réécrire l'histoire et de changer la destinée du personnage qu'elle incarne. Mais prise entre la rancune de son ex-fiancé de prince et le désamour de son duc de père, Jovelian peut-elle seulement espérer échapper à une fin tragique ? Je me souviens très bien ce qui m'a choquée dans ce livre. C'est l'apparence de son père. On dirait que ça pourrait être son copain. Genre vraiment, ça pourrait être son mec.
Je vous jure, parce que à partir du moment où tu pars sur le postulat de base qu'ils ont les cheveux gris dans la famille, regarde le père. Dans quel monde le père est beaucoup plus vieux que d'eux? Juste. Il prend, je sais pas, la potion de jouvence, j'en sais rien, mais il y a un truc. Il a pas l'air vieux du tout. Il a un côté sexy, tu vois, et t'es en mode... Il y a un problème. Il y a un problème. Genre là, tu vas pas me dire qu'on trouverait... Qu'on les trouve père et fille. Franchement. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui va pas. C'est juste à ce niveau-là. C'est le seul truc qui me dérange parce que le reste, j'adore. Vraiment, j'adore cette histoire. Et j'ai très hâte de relire les 2 premiers tomes pour enchaîner sur le 3e qui sort cette semaine. Mais enfin, même là, l'illustration, c'est son père. C'est bizarre. On est d'accord. Merci Delphine. Merci. Non, on est d'accord. 10e sortie que j'ai notée. Encore un webtoon. C'est Beware the Villainess chez Coda de Berry, Soda Ice et Blue Kana. Ici, on vous dit... Alors, quand une étudiante moderne se retrouve réincarnée dans le monde d'un roman à l'eau de rose, toujours pareil, ça déménage dans la peau de Mélissa Peau de Bras. Peau de Bras. Salut, c'est le Malaisie, comment ça va? Non mais il l'a eu à 12 ans, non mais grave, enfin, il l'a eu, il était à peine né, c'est pas possible. Dans la peau de Mélissa Peau de Bras, elle va chambouler toute l'histoire en s'opposant aux 4 prétendants machos et manipulateurs qui courtisent l'héroïne du roman. Homme toxique, gare à la vilaine. Beware the villainess. C'est typiquement ce que j'aime lire, je vais évidemment craquer, je ferai votre crash test avec un énorme plaisir. Comme d'habitude, hein, vraiment, ici il y a un côté chaîne de webtoon, hein, vraiment j'adore les webtoons, c'est une de mes... Je dirais que c'est un péché mignon, tu vois. C'est un petit peu mon péché mignon, c'est le petit plaisir coupable du week-end, ou de la soirée quand t'as passé une sale journée, mon petit plaisir coupable. Après j'en lisais déjà beaucoup sur téléphone, donc... parce qu'à la base, les webtoons, c'est fait pour être lu en scrollant. Et du coup, ça ne m'étonne pas que je sois tombée dedans en papier aussi. 11e sortie. Le 13e dieu de Jocabel Caballero chez Addictzy. Je vous l'ai déjà montré pendant ma grosse émission, là. On vous dit, l'Olympe et l'enfer tremblent devant la colère d'un dieu prêt à tout pour se venger de celle qu'il a aimée. Le 13e dieu, jadis honoré et respecté, a été banni de l'Olympe et jeté dans les abysses du Tartare. Depuis 2 millénaires, l'oubli a englouti le nom du dieu déchu et la superstition du chiffre 13 est née de la malédiction qu'il porte. Mais les chaînes du Tartare ne peuvent contenir éternellement une divinité avide de vengeance. Le moment est venu pour Kratos, c'est Kratos en plus, le moment est venu pour Kratos, dieu du pouvoir, de se libérer et de se venger des dieux qui l'ont trahi. Pour commencer, il doit retrouver celle qu'il a précipitée dans l'obscurité, Artémis, déesse de la chasse et de la virginité. Mais les temps ont changé et le monde avec lui. Certains Olympiens vivent aux côtés des hommes, les cités guerrières ne sont plus que des ruines et les humains et leur technologie règnent en maître sur la terre. Artémis elle-même n'est plus celle que Kratos a connue. Et la vengeance du 13e dieu prend une tournure inattendue quand il se retrouve enfin face à la belle déesse qui l'obsède. Pas le bon écran? Pourquoi? Ah oui, mais c'est pas grave, j'ai repris le résumé. Merci. Oh, mes super assistants, merci beaucoup. Du coup, pour l'enregistrement sur YouTube, sachez qu'on a eu un petit bug de live. Et du coup, je viens de finir en effet le résumé du 13e dieu. Voilà. Non, on reprend pas du début. C'est mort. C'est mort. 12e sortie d'ailleurs. L'automne sans fin d'Amy Evry chez Sabran. Je sais pas encore si je vais y aller à celui-là. Je sais pas trop. Après, j'aime pas trop les couvertures vertes de base. C'est vraiment une question de couverture. Parce que le résumé a l'air bien. Mais la couverture, je sais pas, elle m'inspire pas. Déjà, j'aime pas le vert. Ensuite, j'aime pas les personnages sur les couvertures. Et je la trouve moche. On vous dit, dans un monde où chaque saison est incarnée par un dieu, Tyrne mène une vie bien différente des autres mortels. Elle est le héros de l'automne, héros H-E-R-A-U-T. Une divinité distante et froide qui règne sur sa saison et les âmes défuntes. Comme chaque année, elle accompagne son... Moi, c'est juste que c'est le dieu qui règne sur les âmes défuntes qui me plaît. Tu vois ? Comme chaque année, elle accompagne son dieu dans le royaume des humains. Mais le miroir qui permet leur traversée se brise, les piégeant tous les deux et plongeant le monde dans un automne sans fin. Désormais prisonniers de leur saison, ils devront faire face aux afflictions de la vie mortelle alors que les catastrophes se succèdent. Suspectée d'être l'instigatrice de ce chaos, Tyrne devra découvrir qui aurait intérêt à ce qu'un dieu soit exilé à tout jamais.
Ta 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 ta. En vrai, ça peut être intéressant d'avoir un e-book, t'as raison, Steph. 13e sortie, La captive de la cité déchue de Megan Van Dyke chez Roncière. Donc forcément, normalement, dark romance. On vous dit, lorsque la cité-état de Sorena est conquise par l'armée de l'empereur Rizar, Ilia, fille aînée de la souveraine et future dirigeante, est conduite à Zin en qualité d'otage. Elle y retrouve des visages familiers, les héritiers des cités-états voisines, eux aussi tombés aux mains de l'ennemi. Ayant vent d'une rébellion, Ilia se met en tête de séduire Lucien, le commandant en chef de l'empereur, pour glaner des informations afin d'aider les rebelles à faire tomber le régime de l'intérieur. Lucien est convaincu que soumettre les cités-états est la seule façon d'apporter la paix et la prospérité dans l'ensemble des royaumes. Or, les otages lui donnent du fil à retordre, Ilia en particulier. Alors qu'il se met fidèle, il la trouve fougueuse, courageuse et très attirante. Le jour où Ilia découvre de sombres secrets qui ébranlent toutes les croyances de Lucien, celui-ci devra choisir entre sa loyauté envers l'empereur et le combat des résistants pour la liberté. Tout, ça a l'air trop bien. Mais c'est du Roncière, donc c'est de la dark romance, donc il faut être prêt à lire de la fessasse. Faut être prêt à lire de la fessasse. Voilà. Suivant. Bien sûr, le 5 septembre, on l'a pas vu passer parce que, franchement, même sur les sites, il est impossible. Je n'ai pas trouvé un résumé sur les sites. J'ai le résumé parce que je l'ai reçu par mail de la maison d'édition pour me le proposer. Et d'ailleurs, je l'ai demandé. C'est Dans la forêt profonde de Kate Pearsall. Donc, La forêt n'oublie pas, elle attend chez Collection R. Mais je n'ai pas trouvé le résumé sur les sites. J'ai même pas trouvé la couverture sur les sites de vente. La couverture, pareil, je l'ai prise du mail. Donc, si vous voulez le résumé, écoutez bien. On vous dit, la petite ville de Cabal Hollow a 2 attractions. Sa forêt, qu'on dit habitée par le terrifiant homme papillon, et les femmes de la famille James qui tiennent le restaurant La Lune des Moissons. Comme ses 3 sœurs, Lyndon James est née avec d'étonnants pouvoirs, elle est capable de goûter les émotions de ceux qui l'entourent. C'est trop bien. Un don qu'elle regrette amèrement de posséder depuis qu'il lui a coûté son amitié avec Cole Spencer, le séduisant fils du maire. Mais lorsque le corps d'une adolescente est retrouvé dans la forêt, Lyndon décide d'utiliser son don d'empathie pour percer les mystères de sa mort. Ce drame semble étrangement lié au meurtre non élucidé d'un enfant survenu 20 ans plus tôt, et à sa propre disparition l'année précédente dont elle n'a d'autre souvenir que les cauchemars qui la hantent. Ça a l'air trop bien. En plus, c'est dans une forêt et il y a un terrifiant homme papillon. Franchement, ça a l'air trop bien. Mais du coup, moi, il me dit bien ce livre, c'est dommage. Mais comme d'habitude, on le voit nulle part. Franchement, où est la collection R sur les réseaux? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Franchement, j'ai hâte de pouvoir lui donner un peu de visibilité. Du coup, j'ai hâte de le recevoir et de vous en parler. J'ai hâte de faire tout ça. En fait, j'ai hâte de le découvrir parce que vraiment, c'est une thématique qui m'inspire beaucoup. Beaucoup, beaucoup. 15e sortie que j'ai notée. Je vous ai remis, du coup, parce qu'il avait été déplacé en septembre, Le Sceptre de Smertia, donc Les Royaumes de Zelmia, le tome 1 de Maëla Pietri. C'est chez Teen Spirit, enfin chez Édition Bookmark, du coup, dans leur collection Teen Spirit. On vous dit, 10 ans, cela fait 10 ans que personne n'a vu les princesses de Nasdesia, et les rumeurs vont bon train. Certains prétendent qu'elles sont mortes, d'autres racontent qu'elles ont été enlevées. Donc, quand l'une d'elles réapparaît seule à la très prestigieuse académie Corolei, Corolei, je pense, dire que tout ce beau monde est choqué serait l'euphémisme du siècle. Que lui est-il arrivé? Où était-elle passée? Pourquoi est-elle seule? Mais Morgane se retrouve rapidement enchevêtrée dans un réseau complexe de complots politiques et de rivalités estudiantines. Et la situation se complique encore lorsqu'un artefact magique d'une grande puissance est dérobé. Accusée à tort, elle se relance alors dans une quête périlleuse pour identifier le voleur, laver son nom et surtout empêcher une guerre imminente. Entre les murs de l'académie, les alliances se font et se défont et Morgane devra jouer finement si elle veut survivre. Et on vous dit que c'est un enemies to lovers. Ça me dit bien. Ça me dit bien, ça me dit bien. Franchement, celui-ci. Voilà. Ensuite, 16e sortie. Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard chez Pika Wavetoon, le tome 1 de Sadam Mogin et Yassik. Avouez que ce titre, il vend pas du rêve. En vrai, quand j'ai vu ça, je me mais non. Qu'est-ce que c'est que ce webtoon? On vous dit, Vivi est une petite lapine qui vit dans un monde où les animaux se transforment en humains lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. On les appelle les humains-garous. Cependant, pour une raison inconnue, Vivi ne parvient pas à se transformer. Devenue la honte de la prestigieuse famille dont elle est issue, elle se fait abandonner au milieu d'une forêt sur le territoire des cruels léopards.
Quel sort le destin réservera-t-il à Vivi la lapine? Ça, après, il faut savoir quand même que... je pense que le lapin, du coup, c'est celui qui est sur l'épaule de monsieur. Mais il faut savoir que... Ouais, je pense qu'elle va réussir à se transformer en la magnifique jeune femme à côté. Mais il faut savoir quand même que les Japonais et... Coréens aussi, ont un certain délire avec, et je trouve qu'il arrive un peu en France, avec le fait d'avoir des caractéristiques animales mignonnes. Genre, t'as des genres d'hybrides humain-chat qu'ils trouvent très mignons, alors que moi je trouve ça extrêmement bizarre d'être un humain avec une queue et des oreilles, tu vois, c'est bizarre, des oreilles de chat. Mais bon, mais pour nous c'est un peu bizarre, parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais... c'est normal au Japon, tu vois, c'est comme d'habitude, c'est toujours un peu bizarre. Donc je sais pas, sincèrement, je vais le lire et je vous dirai si c'est chelou. Allez, 17ème sortie que j'ai notée. Forest Fall de Lyndall Clipston. C'est chez Stardust et c'est le tome 2 de Le Manoir de Lake Sage, pardon. Donc toujours dans la même triche chez Stardust. Ici on vous dit, dans le premier tome en tout cas, quand Violetta trouve refuge au manoir de Lake Sage, je pense, elle pense tomber sur un monstre. Avec son jeune frère Arien, ils connaissent les rumeurs qui circulent sur Rowan Sylvanan. Il aurait, paraît-il, noyé toute sa famille alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Rapidement, Rowan se montre très intéressé par les dons d'Arien, qui semble pouvoir parler aux ténèbres. Alors que les habitants du manoir s'agitent autour du lac, à coups de formules alchimiques, Violetta n'a d'autre choix que d'apprendre à connaître Rowan. Elle découvre un jeune homme, plus torturé et complexe que ce qu'on pourrait imaginer, et surtout qu'il existe une sombre magie qui règne sur les eaux noires du lac dans le royaume d'en dessous. On est d'accord? Il y a un côté... Franchement, il y a un côté un peu La Belle et la Bête. Parce que c'est la Violetta qui arrive au refuge, qui trouve refuge au manoir, elle pense tomber sur un monstre. Il y a un côté La Belle et la Bête, je suis désolée. Première phrase. Il y a des monstres dans ce monde, il y a des monstres dans les bois. Ils se glissent à l'intérieur la nuit, ils rampent à travers les murs de notre cottage, ils s'insinuent dans les rêves de mon frère. Je vais peut-être le lire bientôt celui-là. C'est vraiment... Le tome 2 sort là en septembre. Et par contre ça a mis longtemps parce que le tome 2 sort là en septembre alors que le tome 1 est sorti en septembre 2022. Hein. Ça fait 2 ans. Donc, franchement, pour une fois, mais je suis super contente de ne pas l'avoir lu. Je suis super contente de ne pas l'avoir lu et de l'avoir juste acheté parce que je me dis, bah au moins, je ne l'ai pas oublié. Ensuite, sortie numéro 18 que j'ai noté. Le Roi de la Guerre et du Sang. Celui-ci, c'est pareil, je vous l'ai déjà montré, de Scarlett Sinclair chez Hugo Roman dans leur collection Romantasy. Et en gros, c'est Adrienne et Isolde. Le tome 1, je le veux trop. Je l'aurai, je vous le dis. Je veux bien faire le crash test pour celui-ci. C'est un... Vraiment que j'attends ce mois-ci. On vous dit, Isolde de Lara considère le jour de son mariage comme celui de sa mort. Pour mettre fin à une guerre qui dure depuis des années, elle doit épouser le roi des vampires, Adrian Alexandre Vassiliev, et le tuer. Mais sa tentative d'assassinat est déjouée et Adrian menace Isolde de l'élever au rang de morte vivante si elle tente à nouveau de le tuer. Confrontée à la possibilité de devenir ce qu'elle déteste le plus, Isolde cherche d'autres moyens de le défier et de survivre à la brutale cour des vampires. Mais ce n'est pas le tribunal qu'elle craint le plus, c'est Adrian. Malgré leur indéniable alchimie, elle se demande pourquoi le roi, féroce, sauvage, sans pitié, l'a choisie comme épouse. La réponse va bouleverser son monde. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Première phrase, c'est quoi? Oh, il y a une carte à l'intérieur, je suis en train de le feuilleter. Première phrase. Une armée de vampires campait aux frontières du royaume de mon père. Voilà. Première phrase. Ça a l'air trop bien, je le veux. Je le veux. 11 septembre, ça va, il nous reste une semaine, il nous reste 10 jours à l'attendre, ça va. 19e sortie. I Knew You Were Trouble. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est Alicia Garnier. C'est chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Ici, on vous dit, quand un cœur brisé se remet à battre, est-ce toujours bon signe? Après avoir refusé une demande en mariage, Joy se retrouve à participer à l'organisation de celui de son frère et de sa meilleure amie.
Après tout, cette pause dans sa vie trépidante de danseuse à New York pourrait être une bénédiction. Mais elle ne s'était pas préparée à recroiser celui qui a hanté ses rêves durant des mois et n'a eu cesse de la rejeter. Travis, lui, s'est coupé du reste du monde depuis longtemps. Ce n'est pas pour rien s'il préfère se réfugier dans son bar et arborer un masque de glace plutôt que d'affronter son passé. Putain, j'ai du mal. Pourtant, le retour de Joy le déstabilise car il sait que la laisser s'approcher serait trop risqué. Cet éternel optimiste tenterait à coup sûr de recoller les morceaux de son cœur, et ça, c'est impensable. J'ai pas encore lu de roman d'Alicia Garnier, donc clairement j'ai aucun avis dessus. Aucun. Mais j'avais très envie de le noter quand même. C'est un tome 3. Oui, il fait partie de la saga par contre, je crois. Attends, je vais vérifier ce que je dis. Ouais, il est classé en one-shot, celui-ci Delphine. Il est classé en one-shot. Même sur Livre Addict, d'ailleurs. Sur Booknode et Livre Addict, il est en one-shot, de ce que je vois. 20ème sortie, on n'est même pas à la moitié, let's go. This Dark Descent de Kalin Josephson chez Bayard. C'est chez Bayard, on vous dit. Alors, celui-ci, il est vachement beau. Hein. Pour sauver un royaume corrompu, la magie ne suffit pas. C'est une dystopie, fantasy, romance, on vous dit. Bon, tous les 10 ans, les citoyens de Veradel se rassemblent pour l'Ilinir, une course de chevaux magiques célèbre pour ses formidables récompenses et le nombre élevé de morts qu'elle entraîne. Mikira Russell, descendante d'une famille renommée au bord de la ruine, se voit obligée d'accepter un pari du cruel Lord Kelbra. Si elle gagne l'Ilinir sans cheval enchanté, elle obtiendra la liberté de son père et l'annulation de la dette familiale. Un pari a priori impossible à gagner jusqu'à ce qu'un sponsor improbable se présente à Mikira, Damien Adair, un jeune lord élégant et ambitieux. Dans leur quête de la victoire, Mikira et Damien sont rejoints par Ariel, une belle enchanteresse au sombre passé, et Reid, un serviteur renfrogné étrangement loyal. Au cœur de leur mission périlleuse et désespérée, des liens spéciaux se nouent entre les 4 jeunes gens, mais dans un monde dangereux où toute l'élite est corrompue, Mikira découvre bientôt que la trahison n'est pas toujours un choix. Triangle amoureux, bonjour. Je pense que t'as Damien, voilà. Après, t'as quand même Ariel, l'enchanteresse, et Reid, le serviteur renfrogné. Tu vois. Donc, est-ce que ça va être un... Parce qu'ils sont quand même 4. Ça fait pas triangle amoureux tout de suite. Tu vois. Ensuite, j'ai noté Badlands, le tome 4 de Savage Lands de Stacey Mary Brown chez Corrigan. J'ai lu... Le premier, c'était quoi? Savage Lands. Si j'avais raison, Savage Lands, Wildlands, après c'est Deadlands, et après c'est Badlands, donc là c'est le tome 4. En sachant que le tome 1, je l'ai beaucoup aimé. Et pourtant, il y a vachement de fesses aussi. Le tome 2, ben c'est con, je l'aime beaucoup, mais il y a des scènes à passer. Si vous voulez pas de fesses, vous êtes pas bien tombé, c'est vraiment... Et c'est pas genre de la fesse... dans de la romance où le couple est tellement amoureux qu'ils le font tout le temps, tu vois. Et t'es en mode, putain, c'est un peu trop... Non. Là, dans le tome 2, pour être tout à fait crue et franche, t'as un plan à 4, je crois. 4, 5 ? Je sais pas, je l'ai passé, j'ai envie de te dire. Donc, je me souviens plus. Mais t'es en mode, wouh, on va un peu loin, là. Hein ? Je te jure, j'ai vu ça, je fais, oh, allez, suivant. Et après, t'arrives, tu fais, encore, suivant. Mais... l'univers en lui-même est cool, et l'intrigue en elle-même est cool, et les complots politiques sont chouettes, donc bah je continue, puis je passe des scènes de fesses, et puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Du moment que t'es prévenu, en fait je le savais, vu que j'ai lu le tome 1, je le savais, que c'était un peu chaud bouillant, donc du moment que t'es prévenu, ça passe. Voilà. Numéro 22. La promesse cachée de Lucinda Riley chez Charleston. Pour le coup, c'est un Lucinda Riley, donc clairement ça m'attire. Surtout que Lucinda Riley est décédée en 2021, donc on n'aura plus de nouveaux romans. Là, on a les derniers qui n'ont pas été traduits, je dirais. On vous dit Lee Thompson, jeune femme d'une beauté saisissante, née au sein d'une famille modeste du Yorkshire, n'a jamais oublié les paroles de la vieille femme de son village. Devenue une célèbre mannequin, elle travaille à Milan, Londres et New York avec les plus grands photographes de mode. Mais malgré cette vie luxueuse, un événement traumatisant ne cesse de la tourmenter. Lee est toujours hantée par cette prophétie et par les fantômes de son passé qui semblent mystérieusement mêlés à l'histoire tragique de 2 enfants polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, ça parle Seconde Guerre mondiale, moi ça me saoule, j'en ai marre. Il fait 640 pages, hein. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. Mais après, il y a plein de romans de Lucinda Riley qui sont méga longs, en fait. Il y en a plein.
23e sortie, j'avance un petit peu, parce que sinon on est là jusqu'à minuit. Les Lilas de Garrogate Hall de Tracy Rees, c'est chez Charleston. Ici, moi j'irai pas. On vous dit Angleterre, fin du 19e siècle, Rowena Blitz, jeune aristocrate britannique, tombe éperdument amoureuse d'un peintre polonais. Défiant toutes les conventions propres à son rang, elle s'exile avec lui au pays de Galles. Lorsqu'il met brutalement fin à leur relation, elle doit prendre son destin en main pour éviter la ruine et trouver de l'aide auprès de Pansy, son ancienne femme de chambre. Voilà. Suivant, un pétale de cristal et de sang de Sarah A. Parker chez Olympe. Celui-ci me dit bien, mais comme à chaque fois avec Olympe, on vous dit Orleth, je sais pas, n'avait qu'1 an lorsqu'elle a survécu à un massacre qui n'a épargné qu'elle. Vous voyez pourquoi il m'intéresse. 19 ans plus tard, elle ne sait toujours pas comment ni pourquoi. Pour échapper aux monstres de ses souvenirs et du dehors, elle prend soin de ne jamais mettre les pieds au-delà de la limite qu'elle s'est imaginée autour de Château Noir. Qui sait ce qui pourrait arriver si elle venait à la franchir ? Mais si cette vie peut passer pour tranquille, il n'en est rien. Elle est en lutte permanente contre de dangereux sentiments qui la rapprochent sans cesse de Rordine, l'homme qui l'a recueillie, sauvée, et qui ne la regarde plus, désormais, qu'avec une détestable indifférence. Quel secret cache-t-il ? Pourquoi a-t-il tant besoin de quelques gouttes de sang qu'Orleth lui offre tous les soirs ? Les questions qui taraudent la jeune femme deviennent plus pressantes et lorsque celle-là découvre que les monstres de ses cauchemars se sont multipliés et menacent de détruire le monde entier. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, il y a encore un vampire, j'adore les vampires. Voilà. Je m'étais lassée des vampires pendant plusieurs années. Et là, ça fait 6 mois, je suis retombée dedans. Vraiment. J'aime trop ça. Mais j'aimais trop ça avant. Je pense que j'ai juste fait une overdose et j'avais besoin d'une pause. Je pense que c'était juste ça. 25e sortie. Là, on est chez Roncière. Ne vous y trompez pas, ça n'est pas parce que la couverture est rose bonbon qu'on n'est pas chez Roncière. On est avec Calamity Montana, le livre 1, The Bribe, l'achat du silence de Daphné Perry. On vous dit... Parti en randonnée au parc de Yellowstone, Duke Evans, je pense, shérif à Calamity dans le Montana, ne s'attendait pas à tomber sur Jade, une jeune femme ravissante en face à face avec un bison. L'attirance est immédiate. J'aime bien parce que... Est-ce que je peux critiquer le résumé, s'il vous plaît ? Parce qu'en fait, on vous dit... Shérif, donc, il ne s'attendait pas à tomber sur Jade, une jeune femme ravissante en face à face avec un bison. L'attirance est immédiate. Avec qui ? Avec le bison ? Franchement, la première fois que je l'ai lu vite fait. Je fais, hein ? Il est attiré par le bison. Donc, pas du tout, évidemment, c'est avec Jade. Mais la première fois que je l'ai lu, et du coup, maintenant, à chaque fois que je lis le résumé, je me marre. Voilà. Bref, l'attirance est immédiate, et Duke va la sortir de ce mauvais pas. Lorsqu'il découvre, lors d'un contrôle routier, que Jade est en réalité Lucy Ross, la célèbre chanteuse de country disparue depuis 2 semaines et qu'elle vit désormais dans sa petite ville, il ressent un mélange de méfiance et de curiosité. Pourquoi Lucy lui a-t-elle donné un faux nom lors de leur rencontre ? Et pourquoi une star aussi populaire viendrait se terrer dans un coin perdu tel que Calamity ? 26e sortie ! Avant que le diable ne te trouve de Autumn Krauss chez Sabran. La couverture est très malaisante, je trouve, mais j'aime bien du coup. En 1836, dans le Wisconsin, Catalina habite avec son frère et son père dans une cabane à la lisière de la forêt. Ici, la poésie d'une vie au contact de la nature a été peu à peu remplacée par la dureté du besoin de survivre. Un jour, un être terrifiant, tout droit sorti d'un conte surnommé l'homme de Sèvres, les attaque et enlève son frère avant de disparaître dans la forêt. Armée de son courage et du couteau de son père, Catalina part alors à sa poursuite à travers les bois. Elle y croisera un jeune bûcheron qui lui prêtera main forte. Ensemble, ils devront faire face aux créatures inquiétantes et aux esprits torturés qui peuplent la forêt. À l'ombre des pins, à l'ombre des pins, Catalina devra lever le voile sur ce que lui cachent ces lieux maudits et affronter sa propre part de ténèbres si elle espère tirer son frère des griffes de l'homme de Sèvres. Oui, en fait, on reprend Johnny Appleseed dans le folklore américain, une version horrifique inspirée du mythe de Faust. C'est trop bien! On va traverser des forêts hantées par l'homme de Sèvres et ses pommes maudites en compagnie d'une héroïne qui devra dépasser sa vulnérabilité pour sauver ceux qu'elle aime. Ça a l'air trop bien. Trop bien pour Halloween. Mais j'avoue, vraiment, la couverture est très dérangeante, mais du coup, j'aime beaucoup. Tu vois ? Du coup, ça me plaît beaucoup. Là, en plus, t'as Halloween qui arrive. Le 12 septembre, c'est une bonne date pour commencer les livres d'Halloween, je trouve.
27e sortie. Sunbringer de Anna Kanner chez De Saxus, c'est le tome 2 de God Killer que j'ai déjà lu, donc de Anna Kanner chez De Saxus là aussi bien sûr. J'avais bien aimé God Killer, ça se terminait pas très bien. On n'était pas très bien. Et du coup, moi j'avais bien envie de lire la suite, donc on verra si je la reçois. En tout cas, dans le premier tome, on vous disait qu'Isen est une déicide, une tueuse de dieux. Elle leur voue une haine dévorante depuis que les adorateurs d'une divinité du feu ont violemment assassiné toute sa famille. Et d'ailleurs, les premiers chapitres sont très sanguinolents. Elle croise un jour le chemin d'un étrange dieu amnésique dont l'existence est liée à celle d'une jeune noble. Ne pouvant le tuer sans prendre la vie de la petite fille, elle décide de les accompagner dans la cité en ruine de Blenraden afin d'obtenir les faveurs des derniers dieux sauvages qui y résident. Rejoints par un chevalier désabusé et poursuivis par de ténébreux démons prêts à tout pour les tuer, ils prennent conscience du rôle capital qu'ils auront à jouer pour sauver leur monde de l'agonie. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans Kisen, c'est que c'était pas une princesse, tu vois. C'est pas une nana belle et bien sous tout rapport. Kisen, c'est une guerrière. Kisen, il me semble qu'elle est rousse aux cheveux courts, avec une musculature plus qu'imposante. Elle est vraiment décrite comme quelqu'un de très badass, mais avec le physique qui va avec. Et ça, j'aime beaucoup. Parce qu'à chaque fois, on a quelqu'un de badass, mais qui est en fait avec une apparence fragile. Ok, quelques muscles, mais en vrai, elle est trop belle. Et j'en ai un peu marre de lire toujours un peu la même chose. Ici, Kisen, c'est une vraie badass. Et quand tu regardes la plupart des personnages dans God Killer, il y avait en gros sur Insta, il me semble que l'autrice avait partagé des fanarts des personnages, et quand tu regardes les fanarts des personnages, tu comprends qu'on n'est pas dans un livre comme beaucoup l'écrivent, on est avec des personnages vraiment intéressants sur le plan physique aussi d'ailleurs. Attendez, je vous montre, si je le retrouve dans la minute, je vous montre. Ça c'est Kisen. Ça, c'est Kisen. Et elle a une prothèse, d'ailleurs. Il me semble qu'elle a une prothèse. Quelqu'un a une prothèse dans ce... Ça, c'est le personnage principal, tu vois. Donc... Putain, elle a une prothèse, il me semble. Si, elle... Ça y est. Si, je m'en souviens. Si. Je m'en souviens. Elle a forcément... Si, ok. Si, elle a une prothèse. Bah, si. En fait, maintenant que je me souviens de la première scène, elle a une prothèse... Kisen, mais ça l'empêche pas d'être incroyable. Elle a une prothèse au niveau de sa jambe. Et du coup, avoir un premier personnage badass féminin avec vraiment les cheveux courts comme ça et avec une prothèse, franchement, l'autrice fait fort. Et il y a vraiment un parti pris là-dessus et je trouve ça très bien. Et du coup, moi, j'ai hâte de lire le tome 2, pas uniquement pour Kisen, mais vraiment parce que j'avais beaucoup aimé l'histoire. C'était très différent de ce que j'ai l'habitude de lire. On n'est pas dans de la romantasy, on n'est pas dans de l'Enemies to Lovers, on est vraiment dans une quête de fantasy avec une lutte contre les dieux qui a eu lieu, etc. Et c'était chouette. C'était très différent de ce que je lis d'habitude, mais ça m'a beaucoup plu. Ensuite, 28e sortie, le livre d'Azrael d'Amber V. Nicole chez Lost Kingdom. Celui-ci, je le veux trop aussi, je vais pas vous mentir. Je le veux trop, mais... Alors, il sort en relié, il est magnifique, il y a même des têtes de mort sur le jaspage. Et en brochet. Mais en brochet, il vaut 21,99. Mais en relié, il vaut 29,99. Donc bon. Il a combien de pages ? Je sais pas. Il y a le nombre de pages nulle part. Mais on veut pas se faire avoir comme à chaque fois, nous. On veut bien payer un relié, mais pas un truc qui coûte 28 € pour 200 pages. Bah du coup, moi j'attends de savoir le nombre de pages. Parce qu'il est nulle part. Bah non, je le trouve pas, je suis désolée. Bon, en tout cas, niveau résumé. On vous dit... 2 destructeurs de monde se rencontrent. 1000 ans plus tôt, dans les déserts d'Eoria, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en appelait à l'aide de quiconque voudrait bien l'écouter, sans se douter que la réponse viendrait d'un monstre qu'elle n'aurait pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à faire tout ce que lui demande Kaden, y compris mettre la main sur une ancienne relique qui appartenait aux mêmes créatures qui la pourchassent.
Un roi que l'on croyait mort est disparu des mémoires. Dans l'ancien monde, il se nommait Samkiel. Dans le nouveau, il s'agit de Liam. Cependant, un de ses titres a traversé les époques. Il est le destructeur de monde, un mythe aux yeux de ses ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté. Après la guerre des dieux, il s'est isolé, s'est caché du monde, il a rejeté sa couronne et ses responsabilités, allant jusqu'à laisser ceux qui avaient le plus besoin de lui s'occuper des conséquences de la chute et mort de leur monde d'origine. À présent, après une attaque envers ceux qui lui sont chers, il se retrouve à nouveau dans la dimension qu'il aurait voulu ne plus jamais visiter, et dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonné depuis une éternité. Ça a l'air très cool. Donc, la petite échoppe des jours heureux de Kim Ji-yoon, c'est chez City. On vous dit, dans un ancien quartier de Séoul envahi par les boutiques à la mode, une petite échoppe fait de la résistance. Une petite laverie qui, pour certains habitants, est un havre de paix dans une époque où tout change trop vite. Ici, ils trouvent des étagères pleines de livres, un éclairage chaleureux et l'odeur du café qui se mélange à celle du linge fraîchement lavé. Et puis un jour, un carnet est oublié sur la table. Un par un, des clients commencent à écrire dans ce journal leurs joies, leurs chagrins et leurs espoirs. Un homme âgé qui ne sait pas comment réparer sa relation avec son fils, une mère menacée d'expulsion, une jeune femme prisonnière d'une relation toxique, des voisins qui n'étaient autrefois que des visages anonymes choisissent de répondre et peu à peu de s'entraider. La petite laverie devient le lieu de rencontres précieuses qui vont bouleverser la vie de ceux qui en poussent la porte. Ça fait très roman de chez Nami, on va pas se mentir. Ça fait très roman de chez Nami, j'ai l'impression d'avoir déjà ce genre de roman dans ma bibliothèque, donc je vais plutôt lire ceux que j'ai déjà. 30e sortie que j'ai notée. Ça fait roman épatile. Le roi maudit et la couronne sanglante, donc les couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent, le tome 2. Celui-ci, je vous l'ai pas sorti, il est de l'autre côté. C'est le tome 2 du roman qu'on a lu en lecture commune et que j'avais eu un peu de mal à lire en lecture commune d'ailleurs, mais que j'ai lu ensuite. J'avais beaucoup aimé. Là aussi, il y a du vampire. On est avec une jeune femme, une humaine qui est recueillie par le roi des vampires et qui doit participer à des épreuves. Donc celui-ci, je vous ai dit, ce que j'aimais beaucoup, c'était le côté épreuve, et la fin en elle-même est une épreuve pour moi, tu vois. Numéro 31. Le café secret des nuits de pleine lune de Mai Mochizuki, c'est chez Nami cette fois-ci. Pour le coup, on vous dit... Selon une croyance populaire japonaise, les chats portent chance. Si vous prenez soin d'une de ces petites boules de poils, elle vous rendra l'appareil un jour. Et si vous êtes invité au café secret des nuits de pleine lune, c'est peut-être que vous avez choisi le bon chat. Bon, je pense qu'avec Tayo, c'est mort. Ce mystérieux café tenu par des chats maîtres en astrologie apparaît au clair de lune à Kyoto, comme par magie, et accueille des humains en quête d'eux-mêmes. Fondant au chocolat nappage clair de lune pour cœur brisé, affogato astral, café glacé goût rayon de soleil, café amer pour âmes anciennes. En dégustant de surprenants desserts préparés sur mesure, les clients se confient aux étonnants tenanciers à moustache. Et la lecture de leur thème astral leur permettra peut-être de surmonter les obstacles qui les empêchent de rêver. 32e sortie. Ne raccroche pas de Julia de Salle. Il me semble que je l'ai demandé. C'est chez Hachette. C'est chez Hachette. On vous dit... Ah oui, je sais que je l'ai demandé. Après la mort de sa mère. Déjà. Voilà. Après la mort de sa mère, le père de June installe une vieille cabine téléphonique hors d'usage dans leur jardin. C'est là que June se réfugie lorsqu'elle éprouve le besoin de parler à sa mère. Jusqu'au jour où, contre toute logique, quelqu'un lui répond. L'adolescent qui se présente sous le nom de Lucas est joyeux, aime la poésie et surtout, il fait rire June. Malgré l'origine mystérieuse de leurs échanges, ils se lient rapidement d'amitié. C'est sans compter l'étrange garçon à la capuche qui semble régulièrement observer June d'un air sombre à la sortie du lycée. Ce qu'elle ignore encore, c'est que les destins des deux jeunes hommes sont en réalité tragiquement liés aux siens. Ça a l'air trop beau. 33e sortie que j'ai noté. Celui-ci, je l'ai vu depuis qu'il est sorti en anglais, donc je le veux. C'est Bride de Ali Hazelwood et ça sort chez Milady. J'ai vu les influenceurs littéraires anglophones le lire à sa sortie en anglais et franchement, ça m'a donné trop envie. J'allais quasiment le lire en anglais, mais étant donné que je lis pas en anglais la plupart du temps, je l'ai pas acheté. Lequel dont tu parles? Avant, je parlais de Demigods Academy, le tome 3. On vous dit une dangereuse alliance entre une jeune vampire et un loup-garou alpha. Misery Lark, la fille unique du conseiller vampire le plus puissant du sud-ouest, est une paria de nouveau. Les jours où elle vivait dans l'anonymat parmi les humains sont désormais derrière elle. On a fait appel à elle pour renforcer une alliance historique afin de maintenir la paix entre les vampires et leurs ennemis mortels, les loups-garous, et elle n'a guère d'autre choix que d'obéir. Une fois de plus, les loups-garous sont impitoyables et imprévisibles, et leur alpha,
Morland ne fait pas exception. Il dirige sa meute avec une autorité absolue, mais sait faire preuve de justice. Et contrairement au conseil des vampires, il sait aussi faire preuve d'empathie. Mais sa manière de la regarder, de suivre le moindre de ses mouvements, montre clairement qu'il n'a aucune confiance en elle, si seulement il savait à quel point il est dans le vrai. Car Misery a ses propres raisons d'accepter ce mariage de convenance, des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique ou les alliances, et tout à voir avec la seule chose à laquelle elle est jamais tenue. Et elle est prête à tout pour récupérer ce qui lui appartient, même si cela signifie une vie de solitude en territoire ennemi, seule avec le loup. Je le veux trop. Franchement, celui-ci, je serai votre crash test avec le plus grand, immense plaisir. Je le veux depuis sa sortie en anglais. Mais Léa, c'est typiquement, je pense, ce qu'on aime lire, donc clairement. Suivant, When the King Falls de Marie Niehoff, que je vais normalement recevoir des éditions Comet, sortira le 18 septembre. On vous dit, Londres de nos jours. Depuis des siècles, les vampires, encore une fois, règnent d'une main de fer sur l'humanité, mais les humains ont formé une rébellion. Grâce à Florence, préparée dès sa naissance à la tâche qui l'attend, la résistance a pour la première fois la possibilité d'introduire un assassin au palais royal. À chaque solstice d'hiver, le roi des vampires choisit une nouvelle fiancée de sang dont il se nourrira. Et cette année, Florence fait partie des candidates. Elle doit l'amener à la choisir, à la désirer, à lui faire confiance, jusqu'à ce qu'il baisse sa garde. Là, elle pourra le tuer. À moins que son propre cœur ne la trahisse. Je l'ai demandé à Comet, je vous avoue, et elle m'a dit oui, on te l'envoie, y a pas de souci. Je le veux trop, il a l'air trop bien. En plus, c'est Comet. Donc Comet, c'est la maison d'édition de Beethoven the Movies, qui était un petit bonbon absolument génial. C'est vraiment des romances super chouettes. Et là, pour une fois, on est avec un côté fantasy, avec du vampire. Et en plus, vous voyez, il y a du sang sur les lettres et tout. Je vais y aller et je vous dirai ce que j'en pense. 35e sortie que j'ai notée, D'or et d'oreiller de Flore Vesco et du coup Maya Lungust chez Rue de Sèvres. C'est la BD du roman que j'ai adoré, D'or et d'oreiller de Flore Vesco. J'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire. D'ailleurs, Soliste, c'était encore là, ça c'est clairement un roman qui pourrait te plaire, je pense. On vous dit, en gros, on est dans une réécriture de La princesse au petit pois. Et on vous dit, c'est un lit vertigineux sur lequel on a empilé une dizaine de matelas. Il trône au centre de la chambre qui accueille les prétendantes de Lord Anderson. Le riche héritier a conçu un test pour choisir au mieux sa future épouse. Chaque candidate est invitée à passer une nuit chez lui, à Blenkinsop Castle, dans ce lit d'une hauteur invraisemblable. Dormir chez un inconnu, sans parents ni chaperon, quoi de plus scandaleux pour une jeune fille de bonne famille? Malgré tout, Mrs. Watkins y envoie ses 3 filles, accompagnées d'une femme de chambre. Elles se rendent en tremblant au château. Seule l'une d'entre elles retiendra l'attention du lord. Cette dernière pourtant n'a rien d'une princesse au petit pois. Et c'est tant mieux car nous ne sommes pas dans un conte de fées, mais dans une histoire d'amour et de sorcellerie où l'on apprend ce que les jeunes filles font en secret la nuit dans leur lit. C'était trop bien. Mais vraiment, c'était inattendu, c'était génial. Et franchement, la couverture est tellement à propos. C'était vraiment génial. Donc moi, j'ai hâte de lire la BD. Je vais me la prendre. Parce que c'est le roman par lequel j'ai découvert Flore Vesco et qui m'a donné envie de lire ses autres livres. Il est poétique, il est beau, il est bien fait, il est bien imaginé. La magie dedans est géniale. Le fonctionnement est génial. Voilà, vraiment, je vous conseille cette histoire. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez ce livre. Et du coup, la BD arrive. 36e sortie. Sylphide de Tiphaine Bleuven chez Château d'Âme. Donc Château d'Âme qu'on ne connaît pas encore vraiment, hein, pour le coup. On vous dit, alors qu'elle visite un château abandonné en compagnie de son petit ami Hans, influenceur paranormal, Roxane tombe nez à nez avec le portrait d'un homme. Sublime, extraordinaire, au regard vivant, inéluctablement posé sur elle. Elle seule semble capable de voir ce tableau comme si son âme le connaissait déjà, comme si son être n'aspirait qu'à le toucher. Qui est cet homme qui obsède Roxane et la hante ensuite jusque dans ses rêves? Est-ce seulement un humain, un fantôme du passé qui rôde dans ce château? Roxane, inexorablement attirée par ce personnage, doit le découvrir coûte que coûte. C'est alors qu'on lui révèle le mythe du sylphe, un esprit de l'air d'une telle beauté que peu de personnes peuvent lui résister. En vrai, il me dit bien aussi celui-là. Je vais pas vous mentir, il me dit bien de ouf. Il me dit vraiment bien. Et en même temps, nouvelle maison d'édition, une autrice que je ne connais pas. Alors pourquoi pas, hein, ça c'est peut-être absolument génial. Je sais pas, en même temps c'est trop bizarre parce que l'autrice, j'ai vu, je crois qu'elle sort 2 romans en septembre. Genre elle sort Mes amours éponymes, qui m'en tire moins.
et Sylphide. Donc je sais pas. Je sais pas. On verra. 37e sortie. L'Académie des sombres maléfices d'Ariane Ghezouli chez Rajo. Celui-ci j'irai pas, mais je vais quand même vous le présenter. On vous dit, Willa Nordus est heureuse d'entrer à l'Académie des maléfices. Passionnée par les grimoires à immersion spontanée et les sortilèges, elle rêve de devenir enchanteresse. Mais elle déchante vite. Séparée de sa meilleure amie, elle doit cohabiter avec Elvire, surnommée Tête de Rat, et respecter le couvre-feu censé protéger les apprentis de redoutables créatures de la nuit. Tandis que ses mauvaises notes s'accumulent, elle décide de s'intéresser au sort d'élèves disparus. Pour moi, il est peut-être un peu trop jeunesse dans le résumé. C'est pour ça que j'ai pas très envie d'y aller et qu'il y a beaucoup d'autres sorties qui me plaisent plus. Mais je me dis qu'il a tout à fait sa place dans cette vidéo, dans ce live. 38e sortie que j'ai notée. Comment cacher le fils de l'empereur? Et je crois que j'ai pas la bonne couverture, je suis désolée. Je crois que j'ai pas la bonne couverture, c'est chez K-Books. Et c'est de Sal et Lyon. Je vous l'avais déjà présenté le mois dernier, mais il avait été repoussé. On vous dit, Astel n'aura été impératrice que pour un jour. En effet, son mariage arrangé avec l'empereur Kaizen s'est soldé par un divorce au lendemain de ses noces, mais apparemment il a su consommer les noces quand même. Mais lorsqu'elle quitte le palais, elle emporte avec elle un important secret, l'enfant de l'empereur, qu'elle porte dans son ventre. Tu vois, le mec, il l'épouse, il consomme les noces quand même, mais il divorce le lendemain. C'est sympa. 6 ans plus tard, alors qu'elle vit une vie paisible à la campagne avec son fils, la garde impériale frappe à sa porte. Kaizen a besoin du consentement d'Astel pour obtenir le territoire de Meilen. Dans le tumulte de la rébellion qui frappe l'Empire, Astel parviendra-t-elle à cacher l'identité de son fils devant ces forces menaçantes et surtout devant l'empereur? Clairement, quand tu vois l'empereur et quand tu vois le fils d'Astel, il n'y a aucun doute possible. Si l'empereur rencontre son fils, il saura que c'est son fils. Genre, les yeux rouges. Encore une fois, les gars. Les yeux rouges. Il est brun aux yeux rouges, son fils. Regarde. Hein? Il est pas aux yeux rouges ici. Trop bizarre, sur la couverture de K-Books, il a les yeux rouges. Ici, il a les yeux bleus. Peut-être qu'elle lui met des lentilles. Je vous jure, il a une fois les yeux rouges, une fois les yeux bleus. Franchement, attendez, je vous montre. Je suis choquée. Il a une fois les yeux rouges, une fois les yeux bleus. Peut-être qu'elle lui met des lentilles pour essayer de cacher son identité. 39e sortie que j'ai notée, Never Ever Getting Back Together. Est-ce qu'on reconnaît la chanson? Je pense que oui. De Sophie Gonzalez, c'est chez Pocket Jeunesse. C'est chez Pocket Jeunesse et on vous dit, le but initial de l'émission, reconquérir le cœur de leur ex-petite amie. Ce qui n'était pas prévu, tomber amoureuse. Voilà 2 ans que Maya s'est séparée de son ex-petite amie Jordi, qui l'a trompée. Depuis, le garçon est devenu une célébrité lors du mariage de sa sœur avec un prince. Quand Maya est sollicitée pour participer à l'émission de télé-réalité Seconde Chance, elle est dubitative. Le concept de l'émission, Jordi cherche l'amour et rassemble 6 de ses ex afin de vérifier si parmi elles se trouve la femme de sa vie, celle qu'il n'aurait jamais dû laisser partir. Animée par l'envie de se venger, Maya finit par accepter. Elle découvre une fois sur place que Sky, la fille avec qui Jordi l'a trompée, fait partie de l'aventure. Son ennemie jurée l'empêchera-t-elle de mettre son plan à exécution ou peut-elle devenir une complice, voire plus si affinité? Moi, il me dit bien, et je me rends compte qu'en fait, il y a un roman dont je vous ai pas parlé. Bon, je vous en parle quand même parce qu'il sort le 4 septembre, et c'est vrai que moi je l'ai reçu de Harlequin, de E.H. Donc, c'est bizarre, il n'y a qu'un e-book. Bon, bref. Mais il me dit bien aussi, donc je vais vous en parler en même temps. Donc, The Scottish Deal, on vous dit, Rubia travaille pour la famille royale écossaise depuis ses 15 ans. Abandonnée par les siens, elle a trouvé en eux un refuge, de véritables personnes sur qui compter. Alors quand la reine lui demande de jouer le rôle de la fiancée de son fils jusqu'à son couronnement pour faire taire les rumeurs sur son célibat, Rubia accepte, incapable de décevoir celle qui lui a sauvé la vie. Mais une chose est sûre, elle ne va pas se transformer en jolie petite amie docile pour les beaux yeux d'Ace Brown, même pour faire semblant. Oh non, pas après ce qu'il lui a infligé il y a des années. Pourtant, à force de le fréquenter de nouveau, surtout de si près, Rubia sent les barrières qu'elle a érigées se fissurer peu à peu. Au fil de ce jeu dangereux, son cœur pourra-t-il se remettre à battre pour l'héritier de la couronne? Il y a un côté romance et royauté. Et du coup, forcément, moi ça m'a attiré. C'est pour ça, il sort le 4 septembre par contre celui-ci, et peut-être qu'en e-book. Par contre, c'est possible. 40e sortie. The Fallen Empire de Grace Draven. C'est Phoenix Unbound, j'imagine. Ouais, le tome 1, Phoenix Unbound. Ok. On vous dit, une fois par an, chaque village doit envoyer une jeune femme à la capitale de l'Empire. Son destin,
il est horrible. Être brûlée vive dans le divertissement des masses. Enfin, pour le divertissement des masses. Genre, t'es brûlée vive pour que les gens s'amusent et te regarder cramer. Genre, ok. Année après année, le bourg de Béroé désigne Ghislaine pour accomplir le voyage jusqu'à Crélag. Son sacrifice protège toutes les autres jeunes femmes de son village. Son secret pour rester en vie, la magie qu'elle seule possède. Mais cette année est différente, Azarion, le plus célèbre gladiateur de l'Empire, a percé l'illusion. Il veut utiliser Ghislaine pour fuir sa vie d'esclave et récupérer le droit héréditaire sur son clan. Pour cela, il doit l'emmener jusque sur les terres de Kestrel par la force s'il le faut. Pour protéger sa famille et son village, Ghislaine va tout risquer pour lui échapper, retourner dans l'Empire et brûler une fois de plus. Genre la meuf, elle brûle encore et encore et encore. Tel un phénix! J'ai envie de te dire ce qui est noté sur la couverture, tel un phénix. C'est chez Chatterley, pour ceux qui se poseraient la question. Ensuite, numéro 41. La nouvelle chef de clan, le tome 2. J'adore la chef de clan, enfin la nouvelle chef de clan, j'avais adoré. Je l'ai lu en mai-juin, je sais plus quand il est sorti. Et le tome 1 était vraiment génial. On vous dit, Firencia fait partie des héritiers de la prestigieuse famille Lombardi. Après la mort de ses deux seuls soutiens, son père et son grand-père, ses cousins la persécutent et réduisent leur héritage à néant. Firencia meurt de façon tragique avant d'avoir pu sauver sa famille de la faillite. Mais la chance est de son côté et la jeune femme se réincarne dans son corps d'enfant. Firencia décide alors de changer son destin et de prendre le contrôle de la famille Lombardi et du coup de devenir la nouvelle chef de clan. Pour le coup, on n'est pas dans on est tombé dans un livre, dans un jeu vidéo ou autre. Elle se réincarne juste en elle-même. Elle revient en arrière et redevient petite fille. Et j'avais adoré. J'avais adoré. Numéro 42. J'étais trop étonnée. La Cage, tome 2 d'Emma Segès chez Ozu. Est-ce que vous vous souvenez de La Cage, déjà, de base? Moi, oui, je l'avais écouté. Il est sorti il y a un bon moment, hein. Il est sorti, j'étais encore ça c'est sûr, j'étais encore à l'hôpital. 2022, donc 2 ans aussi. Septembre 2022, 2 ans. 2 ans. Et là, on a le tome 2. On a le tome 2, je peux pas vous lire, bien sûr, le résumé du tome 1, du tome 2, parce qu'il vous spoil totalement le tome 1, ne le lisez surtout pas. Mais le tome 1, j'avais adoré l'écouter. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Et j'étais très étonnée. On vous dit, elles n'en sortiront pas indemnes. Eléa ouvre les yeux, ce lit n'est pas le sien. Autour d'elle, 5 autres femmes se réveillent. Une 6e ne se relèvera jamais. Avec horreur, elle réalise qu'on les retient prisonnières dans cet appartement sans fenêtre. Les armoires renferment leurs affaires et 2 trappes leur délivrent nourriture et boissons ainsi que d'étranges cadeaux. Elles savent qu'on les observe, à qui peuvent-elles se fier ? Car chacune le sent, elles ne sont pas là par hasard, quelque chose les unit toutes, un secret qui va tout changer. Eh bien sincèrement, j'ai été choquée, je croyais que le tome 1 c'était la fin, mais en vrai Colline, on pouvait s'arrêter sur le tome 1. Le tome 1 est très impressionnant. Moi j'ai été très surprise. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Ouais, alors par contre, la couverture du tome 2 par rapport au tome 1, c'est la même. Hein. C'est la même avec 2 nanas à côté, quoi. Je vous jure, c'est vrai. Si vous vous souvenez du tome 1, c'est la nana du milieu, tout court, comme ça, avec le bandeau, la cage, pareil. Tome 2, t'as juste 2 nanas à côté. Alors c'est exactement la même, quoi. En effet, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts, mais au moins ça ressemble. Après, moi j'étais ultra choquée de voir qu'il y avait un tome 2, sincèrement. Le tome 1, pour moi, c'était fini, je m'attendais pas à une suite. Mais du coup, je suis très curieuse de découvrir ce tome 2 parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Sortie numéro 43 que j'ai noté. Je vous ai noté, mais moi je l'ai pas lu. Saint, donc qui est un spin-off, il me semble. Je sais pas si. Ou un séquel, préquel, en ce que vous voulez, j'en sais rien. De Fable d'Adrienne Young chez Rajo. Voilà, c'est dans l'univers de Fable. Du coup, moi j'ai pas lu Fable. Donc, je vais rien vous dire. Mais voilà. Sortie numéro 44. Il y a des bruits chelous dehors. Sortie numéro 44. Quand Haru était là, de Dustin Tao. Là, c'est chez Hachette. Celui-ci, j'ai pas méga envie. Dustin Tao, c'est celui qui a écrit Vous êtes sur le portable de Sam. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, je l'avais lu l'an dernier, je crois. Vous êtes sur le portable de Sam avec ce petit ami décédé. Et en gros, elle arrive à entendre à nouveau sa voix
En gros, elle veut écouter la voix de Sam sur sa boîte vocale, et en fait, quand elle l'appelle, il répond. Alors qu'il est mort, tu vois. Et autant le début et le côté deuil étaient très cool, autant j'ai pas du tout... j'ai pas du tout adhéré... Enfin, j'ai pas du tout adhéré. J'ai moins adhéré à la suite. J'ai trouvé qu'il était pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Et ici, quand Haru était là, on vous dit... Après la mort de son meilleur ami, il reste dans la même thématique. Après la mort de son meilleur ami, Eric s'invente 1001 scénarios pour surmonter cette épreuve. L'un d'eux devient réalité lorsqu'un garçon rencontré l'été précédent au Japon débarque dans sa vie. Au moment où Eric s'y attend le moins, Haru Tanaka entre dans le même café que lui et s'installe à ses côtés. Seulement voilà, personne d'autre qu'Eric ne peut voir Haru. Sans avoir le temps de prendre conscience de ce qui lui arrive, Eric se lie d'amitié avec Haru, dont la présence est suffisamment forte pour combler peu à peu l'absence et le manque qu'il croyait ressentir à jamais. Mais alors que les deux garçons passent de plus en plus de temps ensemble, Eric commence à remettre en question ce qui est réel, puis à perdre le contrôle du lien qui le maintient à son nouvel ami. Parviendra-t-il à affronter sa propre réalité, même si cela signifie perdre Haru pour toujours ? En vrai, la thématique m'intéresse de malade. C'est typiquement ce que j'aime lire. Je sais plus si je l'ai demandé, je pense pas. Si je l'ai demandé, je le lirai, bien évidemment. Si je l'ai pas demandé, bah non. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Je me souviens plus. Ensuite, on arrive sur la fin. Il en reste 3. 45e sortie. Alors là, on n'en peut plus. The Grandest Game chez Pocket Jeunesse de Jennifer Lynn Barnes, qui est une espèce de suite de tome 5 de Inheritance Games. Quand je vous dis on n'en peut plus, c'est que pour moi déjà le tome 3 était too much. Le tome 4, j'ai refusé de le lire parce que pour moi le tome 3 c'était déjà too much. J'en avais marre. Et là on nous sort un tome 5. Et sachez qu'il y a un tome 6 en anglais prévu pour juillet 2025. Qui est en fait The Grandest Game, tome 2. En fait j'ai l'impression que c'est un peu à côté. Parce que là, on vous dit 7 billets, une île de rêve, la chance d'une vie. Bienvenue au Grandest Game, un concours annuel organisé par le milliardaire Avery et les 4 frères Hawthorne, dont elle a hérité, la milliardaire d'ailleurs, dont elle a hérité de la fortune familiale. Conçu pour donner à chacun une chance de gloire et de fortune, le jeu de cette année nécessite l'un des 7 tickets d'or pour participer. On est avec des tickets d'or, tu vois. Avec des millions en jeu, ces 7 joueurs feront tout ce qu'il faut pour gagner. C'est pas vraiment un tome 6. Oui, l'intrigue de base avec Avery hérite de la fortune des Hawthorne et nanani nanana, ok, mais là on arrive vers autre chose. Et du coup, le tome 4 pour moi n'avait vraiment aucun intérêt. Mais du coup, peut-être que celui-ci je vais y aller. Voilà, c'est ça, celui-ci. On est quand même dans une nouvelle, un nouveau truc. Parce qu'en plus, du coup, t'as tes joueurs qui arrivent sur une île, ils ont été sélectionnés par un espèce de ticket d'or, et ils peuvent gagner des millions. Qui veut gagner des millions, vraiment. Oui, c'est ça ce liste. En fait, là, c'est Avery qui devient le maître du jeu et pas le grand-père. Ouais, tout à fait. Flemme, cette saga, j'ai lu les 3 premiers, après j'ai arrêté parce que clairement, il n'y a pas besoin de suite. Bah, pour moi, le 4e est inutile. Pour moi, le 4e a été fait pour faire de l'argent. Je l'ai pas lu, mais je vois aucun intérêt à le lire. Par contre, The Grandest Game, il est possible que je le lise. Parce que je trouve que la dynamique est différente. Et du coup, ça me plaît. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Autant le tome 1, 2, 3, déjà pour moi, le 3 a été de trop. Pour moi, on pouvait s'arrêter au tome 2 et c'était très bien. Autant là, on est dans une autre dynamique. Et je dis pourquoi pas. Parce que j'aimais quand même bien les personnages et la dynamique de base. Et je me dis, si on est encore sur ce genre d'énigme, pourquoi pas. Ensuite, numéro 46, au large des villes. Ville avec... Vous voyez, une orthographe particulière de Lucie Pierapajot, c'est chez Gallimard Jeunesse. Pourquoi est-ce que celui-ci, je vous l'ai montré ? C'est parce que Lucie Pierapajot, c'est aussi l'autrice de l'Arispem, Les Mystères de l'Arispem, que j'avais beaucoup aimé, qui avait gagné le prix de Gallimard après Les Fiancés de l'hiver. La Passe Miroir, putain ! Oh, ça fait difficile. Franchement, je commence à fatiguer. Mais voilà, La Passe Miroir, Les Fiancés de l'hiver avaient d'abord gagné. Puis, Lucie Pierapajot avec Les Mystères de l'Arispem, j'avais lu le premier tome qui était très très bien. Bon Dieu quand même, mais je te jure, des fois c'est les plus... Des fois, tu sais, c'est les trucs les plus évidents qui t'échappent. Hein. Vraiment. C'est vraiment, tu vas pouvoir dire, je sais pas, asthénie, mais tu vas plus trouver le mot cuillère, tu vois, c'est la même chose. Du coup, Au large des villes de Lucie Pierapajot. Ici, on vous dit qu'on est dans un diptyque futuriste
qui interroge notre humanité sous l'angle de la technologie, de l'écologie et des fractures sociales. Il m'intéresse bien parce que c'est Lucie Pirapajo que j'ai déjà rencontrée et qui est très gentille. On vous dit, dans un futur proche, Bunny, 17 ans, vit sur une île poubelle. Quand son père et sa sœur sont enlevés, elle part à la poursuite des villes, écrit comme ça. Dans ces luxueuses cités flottantes, les privilégiés dotés d'un implant peuvent accéder à un monde virtuel, la dentelle. Adam, richissime héritier lourdement handicapé dans la réalité et designer de génie dans la dentelle, rêve d'une vie complètement virtuelle. Jusqu'au jour où son compte est hacké, les destins des deux adolescents que tout oppose vont bientôt se croiser. Celui-ci me dit énormément parce qu'elle soulève un point intéressant qu'on a déjà vu dans plusieurs romans, comme dans Dystopie aussi, qui était chez Inception, qui était très bien. Et on est dans un monde futuriste, là où les mystères de Larry Spem étaient totalement différents. Les mystères de Larry Spem, franchement, il faudrait vraiment que je finisse cette saga, parce que le tome 1 était incroyable. Larry Spem, c'est une façon de dire Paris. Et il y avait ce côté steampunk qui était incroyable. Je vous lis juste le résumé des mystères de Larry Spem parce que je trouve qu'on l'a pas vu assez par rapport à la qualité de la plume et la qualité de du récit, du scénario. On était en 1899, dans cette cité-état indépendante où les bouchers constituent la caste forte d'un régime populiste, trois destins se croisent. Liberté, la mécanicienne hors pair, Carmine, l'apprenti Louchébem, et Nathanaël, l'orphelin au passé mystérieux. Tandis que de grandes festivités se préparent pour célébrer le nouveau siècle, l'ombre d'une société secrète vient planer sur la ville. Et si les frères de sang revenaient pour mettre leur terrible vengeance à exécution? Maraudeuse, sabotage d'automates, livres indéchiffrables, au fil des ruelles de Paris, se dessine un monde rétro-futuriste captivant. Moi j'avais adoré. Mais bref, franchement, les mystères de Larry Spem, en plus, il est en poche, si jamais. N'hésitez pas à le redécouvrir. Il me semble qu'il est en poche. N'hésitez pas à le redécouvrir, parce que ça valait vraiment le coup. Et du coup, moi, il faudrait peut-être que je lise la suite. Ce serait bien. Mais le premier tome, franchement, c'est l'une des seules dédicaces que j'ai faites à l'époque où je suis allée voir l'autrice après avoir lu le tome. Donc c'est que vraiment, j'ai adoré. Tu vois. Voilà. Suivant. Dernière sortie que j'ai notée pour septembre. J'ai noté De glace et de personnages de Charlie Dawn. Et là, pour le moment, c'est un roman qui n'est pas encore vraiment sorti. Qui n'est pas encore vraiment sorti. C'est normal, il sort en fin septembre maintenant. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que on est dans une maison d'édition particulière. Attendez, je vous retrouve ça parce que j'ai trouvé. C'est Magica Édition, que je connais pas du tout, mais pas du tout. Et quand vous allez sur le site, vraiment, le site fait un peu cheap, je vais pas vous mentir. Mais il y a Crépuscule de la Valkyrie que j'ai acheté. Je crois que je l'avais eu sur Ulule. Et du coup, j'ai découvert un petit peu ça, un petit peu leur boutique, etc. Et ce roman me plaît bien. Mais il est pas encore sorti, du coup il est pas sorti sur leur boutique et du coup ils l'ont pas sorti non plus sur Amazon pour l'instant. Il y a même pas l'affiche. Mais en tout cas, au niveau du résumé, on vous dit maudit, condamné à errer pour l'éternité et à craindre de devenir une bête abjecte, telle est sa punition pour avoir un jour sous-estimé une enchanteresse jalouse. Elias, roi Faé du royaume de l'hiver, n'a que 6 ans pour briser la malédiction qui pèse sur lui. Ce seigneur au cœur brisé doit impérativement retrouver son fils afin de le préparer à régner à sa place avant que son destin funeste ne le rattrape. Tout change lorsqu'une humaine arrive à Tilrion, perturbant sa quête et ravivant des sentiments qu'il croyait enfouis au plus profond de lui-même. Qui est cette mystérieuse jeune femme et pourquoi porte-t-elle le visage de sa défunte épouse? On est d'accord qu'on est sur la belle et la bête vibe. Vraiment. Rêveuse, Hélène est libraire. À Pimpon, par ses ateliers contés et ses promenades guidées, elle fait découvrir les mystères et les légendes de la Bretagne aux enfants. Sa vie bascule le jour où un enfant hors du commun apparaît. Elle n'avait jamais imaginé être transportée dans un monde qui semblait tout droit sorti de ses livres favoris de contes de fées. Et pour couronner le tout, le roi Elias, bien que séduisant, s'avère être un ours mal léché et peu disposé à lui laisser comprendre les secrets de son royaume. Le temps est compté et cette rencontre peut tout changer, ne dit-on pas que même dans les ténèbres, la lumière brille. Évidemment que ça fait très... Mais non, oui, la couverture fait très Blanche-Neige parce que c'est le roi Faé du royaume de l'hiver, Valou. Mais ça fait très La Belle et la Bête et du coup Manon contente et Manon a envie, tu vois. Manon a très envie de le découvrir. Voilà!
En tout cas, pour cette vidéo ultra longue, c'est terminé. J'espère que vous avez pu noter certaines des sorties que j'ai moi-même notées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez noté d'autres. Je suis d'accord pour en découvrir d'autres, mais pas trop parce que je suis déjà à 48 là. Donc c'est un peu compliqué, d'accord? C'est un petit peu compliqué. Et du coup, bah écoutez, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu parce que ça aide énormément la chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. We got it.